D'accord, c'est ça. C'est comme ça, quand on vous recevait, Oui. voilà ce qu'on trouve. On Voilà trouve, ce qu'on trouve. le thème, la dame. Voilà. Et Les éphémérides. Et alors, les éphémérides, vous les utilisez après avoir fait le thème, enfin pour faire le thème. Je le fais sur ordinateur. Ah oui, c'est ça. Et les éphémérides, c'est pour faire les transits. C'est pour faire les transits, C'est ça. éventuellement les révolutions solaires lorsque j'ai l'ordinateur à côté de moi. Ça dépend de ce qu'on me demande. D'accord. Mais les révolutions solaires, je ne les fais pas à tout le monde, bien sûr. Et puis ça, vous les faites pas. Voilà, je les fais aux gens. Vous les faites vous les faites pas directement avec les éphémérides. Non, je les fais avec l'ordinateur. Enfin, au début, vous ne faisiez pas. Quand vous avez commencé l'astrologie, c'était différent, je suppose. Vous savez, j'ai commencé à faire l'astrologie, j'avais 14 ans. Oui, donc vous n'aviez pas les mêmes outils. Non, je n'avais pas les mêmes outils. J'étais une gamine étudiante Voilà. qui cherchait à comprendre la vie. Voilà, donc vous avez changé de mode de Progressivement, fonctionnement. on change de mode fonctionnement. Déjà, à l'époque, nous faisions nos thèmes à la main. Bien sûr, mais moi-même aussi. Aux années 80, je faisais mes thèmes à la main. Et puis après, aux années, je crois que c'était en 83, il y a eu le premier ordinateur astrologique. Oui, je crois, oui. Qui nous faisait des tout petits thèmes là-bas. Vous voyez, ils sont... Ça, ce sont vos collections. Les anciens, ça c'est mes anciens. Les nouveaux, ils oui. sont de l'autre côté. Ça, c'est tout ce que vous avez fait dans les premières années. Les premières années, on va dire. Ce sont les cartes. Il y a des notes ou c'est simplement des. Non, uniquement les cartes du ciel. Je ne prends jamais de notes. Et ça vous sert à quoi? Vous les réutilisez quand vous avez un ancien client? Puisque j'ai une clientèle très fidèle, très, j'allais dire, très amicale. Et maintenant, je reçois, ça approfondit aussi. Des personnes plus âgées aussi. Et, jadis, j'avais les grands-parents, après j'ai les parents, et maintenant, j'ai les enfants dont j'ai fait les thèmes à la naissance il y a 25 ans. Alors eux, ils sont impressionnés par le suivi. Voilà. Parce que ces jeunes-là, maintenant, qui ont entre 25, 30 et 20 ans, je les revois, j'ai fait leur thème quand ils étaient petits. Je les ai vus naître, on m'a envoyé les faire part, j'ai fait les thèmes l'astro tout de suite. C'est l'astrologue des familles. Voilà, l'astrologue des familles. Ils font bien les métiers que je leur ai dit. On va dire, le parcours de vie prévu dans leur thème de naissance. Et même, bien souvent, le genre de compagnon, de compagne qu'ils rencontrent, c'est une enseignante ou un militaire ou un grand voyageur ou un Africain ou un Asiatique, vous voyez. Ah oui, alors là, alors j'allais presque vous poser une question provocatrice. Alors, quelles sont les limites de l'astrologie alors? C'est nous qui sommes limités, c'est les astrologues qui sont limités. C'est en fait notre savoir qui est limité. Notre savoir. Humblement, en tant qu'astrologue. Ah oui. Parce qu'en fait, je crois que le thème astral, c'est la feuille de route d'une vie. Je le dis bien, les gens peuvent naître à Lille, la naissance, et mourir à Marseille. Et on a cette autoroute. À certains moments, bien sûr, on peut prendre une nationale. Juste pour dévier un petit peu, c'est ce qu'on pourrait appeler le libre arbitre de la personne. En revanche, les grandes lignes primordiales d'une vie sont quand même inscrites dans le thème astral. Et c'est nous, les astrologues, qui ne savons pas les trouver. Parce que soit nous manquons de culture, soit nous manquons de psychologie, soit nous manquons de savoir, tout simplement, entre guillemets, savoir. Et en revanche, réellement, tout est dans le thème astral. Alors, est-ce que vous avez, autre question, est-ce que vous avez progressé en tant qu'astrologue? Mais bien sûr, on en apprend tous les jours. Écoutez, souvenez-vous, vous qui faites ou qui avez fait beaucoup d'astrologie, aux années 70, moi j'étais une toute petite jeune fille, puisque je vous dis, j'ai commencé à faire l'astrologie à l'âge de 14 ans pour me comprendre. En Pluton, par exemple, on disait qu'il gouvernait le signe du Sagittaire, et non pas, avec le temps, il gouverne le signe du Scorpion. On a vraiment, par rapport au travail dans la pratique, il est bien lié au signe du Scorpion. Uranus, à l'époque, on disait c'est une transsaturnienne, elle n'a pas prise sur l'individu, alors que c'est la planète de l'individu
et des technologies modernes. Et ça, vraiment, un jour, j'ai vu un Uranus très fort. Je voyais la personne travailler à EDF. Et puis la deuxième travaillait à EDF. Je dis, ah tiens, Uranus, il y a l'électricité. C'est normal, il y a la foudre. Et puis après, Uranus, l'informatique, l'électronique, l'audiovisuel, Internet. Donc, c'est une planète qui fonctionne à fond maintenant. Et à l'époque, aux années 70-80, franchement, on ne tenait pas vraiment compte de la position d'Uranus dans un thème astral. Donc ça, c'est une évolution. On ne travaillait pas sur Chiron, on ne travaillait pas sur Cérès. Mais alors, qu'est-ce que vous pensez, Lila Kerlan, de nos prédécesseurs, alors, des siècles précédents? C'était des maîtres. On a l'impression qu'ils étaient bien démunis, à vous entendre. Non, ils n'étaient pas démunis. C'est-à-dire, chaque époque a les instruments nécessaires pour appréhender la vie d'un individu. Uranus n'était pas important au XIXe siècle, quoique Edison et tout le reste, c'était quand même présent. Mais si on repart sur le Moyen-Âge, les transsaturniennes n'étaient pas découvertes, et donc ça ne prouvait pas que ça ne fonctionnait pas sur l'individu. Mais on ne les avait pas découvertes, et donc... donc les astrologues étaient quand même un peu démunis. Ils étaient démunis, mais ils se débrouillaient très bien avec leurs 7 planètes. Mais justement... Fort bien. Oui, c'est ça. Voilà, oui. Par rapport à la culture de l'époque, oui. Par rapport à la civilisation de l'époque. On pouvait dire à un astrologue de l'époque qu'est-ce que c'est qu'Internet, il va nous dire Kesako. Voilà. Alors que notre civilisation étant une civilisation uranienne, nous sommes bien obligés de fonctionner avec. Mais par exemple, bon, évidemment, quand on associe Uranus à la technologie, c'est évident. Mais si on, par exemple, beaucoup d'astrologues disent qu'Uranus est un marqueur de changement. Oui, brutal. Les changements, il y en a tout le temps eu. Il y en a toujours eu. Bien sûr, Pluton aussi un marqueur de changement. Quand nos astrologues des siècles précédents se trouvaient devant des situations de changement, ils ne pouvaient pas utiliser Uranus. Bien sûr. Alors, mais il fallait tenir compte du temps. Je pense qu'à l'époque, les anciens tenaient beaucoup plus compte de Saturne. Oui, mais forcément. Voilà. On procède par octave, alors que nous allons beaucoup trop vite, et donc c'est plus Uranus qui est dominant que Saturne. Oui. Eux, ils prenaient le temps. Il y avait le temps, même s'il y avait des changements, ils se faisaient dans le temps. Ah d'accord. Aujourd'hui, ce qui se passe à Bagdad, nous l'apprenons en instantanément. Forcément, oui. Alors qu'à l'époque, il se passait des choses à Bagdad, en l'occurrence, je ne sais pas moi, la mort de Hallaj ou les Mongols qui ont brûlé la grande bibliothèque de Bagdad, l'Occident l'a appris peut-être 5-6 ans plus tard. Bien sûr. Vous voyez, donc il y a la logique facteur temps, alors que actuellement nous avons l'espace et le temps qui sont en collision. Mais alors dans le cas par exemple d'autres planètes comme Neptune par exemple, bon là aussi on a les situations neptuniennes, il y en a existé bien avant. Bien avant, bien sûr. Si c'est lié à l'illusion, à la confusion, au mysticisme, ça va. Mais peut-être qu'ils prenaient la Lune. Oui, c'est ça, non mais probablement. Voilà, puisqu'on a les octaves supérieures. Oui. Donc on pourrait s'en passer en fait. On pourrait s'en passer, bien sûr qu'on pourrait s'en passer. Mais en l'occurrence, les astrologues de jadis étaient réservés à une élite privilégiée. Oui. Il fallait appartenir à une famille royale, à des décideurs, pour consulter son astrologue. Absolument. Alors qu'en notre époque, la démocratie, justement uranienne, étant... Alors là, il y a un autre problème qui se pose, Madame Kerlan, c'est de savoir si c'est pertinent d'appliquer l'astrologie au-delà, justement, de certes. Parce que là, vous présentez les choses comme si, en effet, bon, le nombre de gens à qui on appliquait l'astrologie était limité. Mais moi, personnellement, j'ai tendance à penser que tout le monde n'a pas la même importance dans le monde. Hein. Bien sûr. Et que par conséquent, les gens qui sont
au plus pouvoir, haut niveau. il est normal qu'ils soient particulièrement marqués, parce que ce sont eux qui ont effectivement eux aussi une influence sur le monde. Décisionnaire. Donc, c'est pas forcément une bonne affaire que d'avoir voulu appliquer l'astrologie à tout le monde, parce que tout le monde n'est pas un roi, tout le monde n'est pas un prince, Bien sûr. tout le monde n'est pas un décisionnaire. Oui, mais c'est l'effet de la démocratie. Oui, mais... Oui. Voilà. Chacun voulant prendre la civilisation de l'individu. Justement, nous sortons de l'ère uranienne, neptunienne pour rentrer dans l'ère uranienne, donc chacun estime qu'il peut être roi dans sa position, Oui. ou se comprendre. Oui. Donc il y a cette démarche psychologique de vouloir se comprendre son propre fonctionnement. C'est quelque part c'est bien, c'est vrai que tout le monde soit informé, mais de l'autre côté, c'est vrai aussi que la démocratie permet à tout le monde d'accéder à ce qui était jadis un privilège. Oui, mais je me demande si c'est pas un peu illusoire. Parce que, bon, d'un autre côté, vous avez... on a de plus en... C'est vrai on dit qu'on est dans une période individualiste, mais en même temps, il y a énormément de comportements collectifs. Bien sûr. Les gens, par exemple, un film sort, en en l'espace d'un 15 jours, il y a 3 millions de gens qui vont le voir. Oui. Donc, on n'est pas dans... En regardant l'extérieur, on se dit, l'individualisme, où est-ce qu'il se trouve? Quand les gens achètent des produits, ce sont des produits qui sont industrialisés. Oui. Donc, j'ai l'impression que l'individualisme est une sorte de réaction, mais un petit peu désespérée par rapport à un processus où, au contraire, l'individu est complètement pris dans la foule. Oui, dans un engrenage. Mais je pense aussi, c'est la position ces dernières années de Neptune en Verseau. Ah d'accord, oui. Neptune, la foule, la masse. Et quand il va passer en symboliquement, ça va pas arranger les choses. slave égale esclave. Donc, quelque part, nous sommes dans une civilisation aussi de masse, qui est influencée par l'illusion, les médias. Le monde de l'image, vous avez qu'à regarder la conjonction Neptune-Jupiter qui s'est faite en décembre, le nombre de personnes qui sont allées voir 2012, oui. qui symboliquement est neptunien. Ou Avatar. Oui. Hein? Ou Avatar. Oui, mais alors ça va... Et vous pensez qu'après ça va changer? Quand Neptune aura changé de position, ce phénomène va disparaître? Non, pas forcément, puisque Neptune va rentrer chez oui, va rentrer non, mais dans son après, propre non mais je veux dire domicile. que vous pensez que ça va ne durer que quand il entrerait en bélier, par exemple, ça va changer. Les gens seront moins marqués par ces phénomènes collectifs. Je ne crois pas, Neptune étant la planète du collectif par excellence. Oui, donc de toute façon... le communisme est arrivé avec Neptune. Oui, donc de toute façon, ça va bien changer. Voilà. Bon, donc on a bien ce problème de l'influence du collectif. Et alors les gens, peut-être qu'ils cherchent dans le thème astral une sorte d'antidote, de dire voilà, bon, je sais que je suis pris dans un... Ils sont bien conscients qu'ils sont liés à des phénomènes de consommation de masse. Bien sûr, les gens sont très conscients, mais en même temps, ils veulent comprendre le pourquoi et le comment. Quelque part, c'est pratiquement pour se libérer de leurs angoisses. Parce que la période est très angoissante. Oui, bien sûr. Mais les événements qui leur arrivent, oui. Alors, il y a déjà d'un côté des événements collectifs aussi. Bien sûr. Par exemple, une catastrophe, c'est pas par hasard. C'est pas individuel. C'est pas individuel. Bon. Alors, les événements qui sont du ressort de l'individu sont très mineurs. Très limités. Justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la naissance à Lille et mourir à Marseille. Oui. Hein? Oui, ça va pas très loin. Ça va pas très très loin. Ils sont très limités et beaucoup moins marquants, d'une certaine manière, que lorsque un président décide une guerre, ou enfin là il décide. Il y a des petits groupes qui décident de faire un film, de faire une guerre, de lancer un produit. C'est une minorité. Mais c'est dans l'air du temps. J'appelle ça l'air du temps. C'est-à-dire vous regardez les transits dans une carte du ciel mondiale. Bon, vous pouvez la dommifier pour Paris ou pour Washington ou pour tel ou tel pays. Nous avons quand même l'air du temps. Qu'est-ce qui pourrait se produire
arriver à Haïti. Je l'ai dit à un de mes clients médecins, on a discuté comme ça, par rapport au carré Saturne-Pluton. Et je lui ai dit, il y aura quelque chose, puisque Pluton est lié aux événements telluriques. Il est lié à la Terre quand même, aux tremblements de terre, aux volcans, etc. Et Saturne, normalement, c'est les pays les plus foncés ou les plus noirs, et puis en même temps, les îles, puisqu'on a Pluton en Capricorne. Et donc, je disais à cet ami médecin, presque sûr à cette période-là, nous allons avoir un tremblement de terre à un endroit qui serait une des îles les plus pauvres de la planète. Et je lui ai dit, ça peut être Madagascar comme ça peut être Haïti. Et c'est vrai, la chronicité étant donnée par la Lune, vous avez vu le thème du jour de tremblement de terre, la Lune était en Sagittaire. Donc, l'aspect double des choses. Mais le lendemain, elle était en Capricorne, ça aurait pu être la Sicile, ça aurait pu être justement Madagascar, mais en tant qu'astrologue, je vous dis, on est limité. Parce que si on avait su quel jour, si j'avais regardé plus loin pour dire quel jour, effectivement, j'aurais dit Haïti, parce que c'est une île jumelle de Saint-Domingue. Mais je ne suis pas allée plus loin. C'est la même île, en fait. Voilà, je ne suis pas allée plus loin. L'île est partagée entre ces deux pays. Voilà, entre ces deux pays. Mais justement, là, vous touchez à un autre sujet, là, on n'est plus dans l'humain, là. Enfin, je veux dire, les conséquences sont humaines. Oui. Mais oui. Là, il ne s'agit plus d'un roi qui décide d'une guerre. Une guerre, c'est la vie. C'est justement ce que j'appelle l'astrologie. Alors, l'astrologie, est-ce qu'elle... il y a des gens qui diront, est-ce que l'astrologie est plus, a priori, censée agir sur les êtres humains, directement, ou sur des phénomènes naturels? Moi, je dis, elle agit, c'est vraiment sur toute la planète. Voilà. Vous voyez, le tsunami, j'étais sûre qu'il se passerait quelque chose. Là, c'était en effet Neptune et Cérès et Lilith. J'étais sûre qu'il se passerait quelque chose lié à l'eau, à un endroit où il y a des chapelets d'îles. Ouais, les archipels. Les archipels. Et c'est vrai, je pensais à l'Indonésie, à l'époque, et quelques mois avant. Mais vous avez aussi, je crois, des intuitions particulières. En fait, c'est... Moi, je vous dis, pour arriver à l'astrologie, à faire de l'astrologie à l'âge de 14 ans, c'est que je voulais comprendre ma propre situation. C'est parce que j'ai commencé à faire de la voyance. Toute petite, je n'avais même pas 3 ans, je racontais ce qui se passait. Et donc, je vivais quand même... au départ, toute petite, je pensais que tout le monde était comme moi, bien sûr. Donc, je racontais sans tabou, sans restriction, sans museler, sans... Et puis, avec le temps, j'annonçais quand même des choses qui étaient très, très difficiles. Oui, et donc, je me faisais gronder. Oui, vous êtes tapé sur les doigts. Voilà, il y avait la répression familiale qui commençait, on sévissait. Et donc, j'avais quand même cette angoisse de dire qu'est-ce que je vais dire de ce que je vois ou de ce que je ressens. Je faisais l'autocensure, donc je voulais me comprendre. Et à partir de là, j'ai cherché l'astrologie, la philo, la psycho. Pratiquement, j'ai cherché tous les moyens de compréhension de l'être humain ou de ce que je ressentais et pourquoi moi je suis si particulière. Oui. Et donc, c'est ça qui m'a amené à faire de l'astrologie. Et quelque part, sans cela, peut-on faire de la bonne astrologie? Je vais vous dire, par exemple, la guerre en Irak. La deuxième. La deuxième, celle de 2003. Moi, je l'avais trouvée au jour près, parce qu'on était entre amis astrologues, et la question nous était posée d'ailleurs sur Internet. Sur la clé. Voilà, sur la clé. Et moi je cherchais le jour, parce qu'on a dit quel jour. Donc je ne suis pas allée plus loin. C'est vrai, ça c'est mon ascendant Gémeaux. Peut-être quelques fois
je fouille pas suffisamment à fond. J'ai trouvé le jour exact. Mais j'ai une consoeur, elle a trouvé le jour et l'heure. Elle a mis son réveil à sonner. Une mathématicienne, elle a fait... bon, elle a un sacre plus fort que le mien, sans doute. Donc, vous voyez, donc les événements du monde aussi, on peut les trouver si on est un astrologue attentif, intuitif, et je dirais limite qui connaît quand même l'histoire, la culture, la sociologie. Oui, mais alors là, c'est beaucoup plus frais pour une guerre que pour un tremblement de terre ou un tsunami. Voilà. Parce que là, c'est pas les mêmes connaissances. C'est pas les mêmes connaissances, mais en même temps, ce n'est pas les mêmes planètes non plus. Ah. C'est pas une même planète qui va déterminer une guerre et qui va déclencher un tsunami ou un tremblement de terre. Pas forcément. Oui. Enfin, on peut pas aussi être... Les accidents d'avion actuels, oui. par exemple, ou même la petite guéguerre sur le président d'EDF et Areva, voilà, c'est cette opposition entre Mars et Lilith dans l'axe Verseau-Lion. Le Verseau qui est lié quand même à tout ce qui est électricité, justement, qui est lié à l'uranium, qui est lié aux centrales nucléaires, et le Lion, le monde du pouvoir. Oui. Non, mais et d'ailleurs, au niveau des maladies, je ne sais pas si dans votre entourage vous avez rencontré ça ces derniers temps, depuis que Mars et Lilith sont en opposition, il y a énormément de problèmes cardiovasculaires, il y a énormément de ruptures d'anévrisme, il y a énormément de problématiques, je dirais, de vertige, d'Alzheimer. Justement, là, si on fait un petit peu une rétrospective, dans les années 70, oui. vous vous souvenez que l'on attendait de très graves choses pour les années 80. Oui. Vous vous en souvenez de ça? Oui. Que c'était lié au nombre de conjonctions qui allaient voilà. se produire. Se produire la grande conjonction de 87. Oui, et puis qui était aussi et qui avait beaucoup de conjonctions pour les premières guerres mondiales. Voilà. Est-ce qu'à votre avis, ça s'est passé comme prévu? Sincèrement, je ne m'en souviens pas. Il n'y a pas eu, vous vous souvenez pas. A priori, vous ne vous souvenez quand même pas qu'il y a eu une guerre mondiale entre les années 83. Non, certainement pas. Certainement pas. Mais c'est vrai, la grande conjonction de 87, oui. Hein, celle qui s'est faite en Capricorne. Rappelez quelle planète nous avions Neptune, Saturne, Uranus. Oui. Et pendant la grande conjonction, il y avait certainement Mars dans le coup, parce que ça a duré longtemps. Voilà. Et pratiquement, de 87 jusqu'en 89, 90, elle a donné quand même, parce qu'elle s'est faite avec le temps. Oui, les Capricornes, des pays de l'Est et de l'Empire soviétique. Oui. C'est pas une guerre mondiale. C'est pas une guerre mondiale, mais on va dire, avec Neptune, c'est quand même quelque part une guerre sournoise, une guerre psychologique. Mais justement, la question qu'on pourrait vous dire, Madame Kirman... Mais moi, je n'avais jamais dit qu'il y aurait une guerre mondiale. Non, mais je ne parle pas de vous. Non, mais vous savez très bien de qui je parlais. Voilà, oui, ça d'accord. Bon, mais ça a quand même été un petit peu... on a été un peu échaudés, si vous voulez. Bien sûr. Par les gens qui écrivaient dans les... Il y a eu quand même quelque chose qui a dit, bon, il y a des trucs qui ne marchent pas tellement bien. Et effectivement... moi, à l'époque, oui, pardon, moi à l'époque, j'avais dit que François Mitterrand serait élu président et il terminerait son mandat. Oui, il l'a fait. Il l'a fait. J'avais des amis médecins qui me disaient que t'es complètement folle, tu es en train de griller ta réputation, parce que Mitterrand est très malade, il ne terminera jamais son mandat. Pourtant, soit peu qu'il soit élu. Mais ce qui frappe quand même, c'est que justement les événements dont on vient d'évoquer en Europe orientale sont des événements qui auraient très bien pu provoquer une guerre mondiale. Tout à fait. Parce que vous savez que la première guerre mondiale a été provoquée par des histoires de la Sarajevo, etc. Donc il y avait toutes les conditions. Il y avait toutes les conditions. Et je me demande si... Non, ça c'est pas fait. Oui, mais la question que je vais vous poser, c'est est-ce que... Moi, je n'ai pas très bien suivi cette affaire. En tout cas, vous étiez peut-être plus proche des astrologues que moi à un certain niveau. Est-ce qu'il y avait des gens, à l'époque, parmi les astrologues, qui, quand ils ont vu ce qui se passait dans
politiquement dans ces régions-là, on dit ah mais il va y avoir une guerre. Sincèrement, je ne m'en souviens Parce pas. que, bon, imaginons par exemple, moi j'essaie de me mettre à la place d'un astrologue qui a effectivement, qui connaît l'existence de certaines configurations, conjonctions. Bon, déjà, l'approche de ces configurations normalement, on va le mettre déjà dans un certain état d'inquiétude. Il dit qu'est-ce qui va bien se passer de si grave à ce moment-là. Et quand il voit des événements comme ce qui se passe en Pologne ou en Roumanie, etc., il est possible qu'il aurait pu dire ah ben les Russes vont réagir. Il va y avoir une tension, il y a un risque de guerre. Donc, parce que le problème c'est qu'on parle beaucoup rétrospectivement, mais j'aimerais bien qu'on se replace à l'époque. Effectivement, on peut dire que la montagne a un peu accouché d'une souris. C'est bien le Capricorne. Capricorne. Parce que, si vous voulez, si on rentre un peu dans votre raisonnement, ou ce que j'imagine qu'est votre raisonnement, les phénomènes cosmiques peuvent amplifier quelque chose qui se produit. S'il y a par exemple un mouvement d'indépendance, à un moment donné où il n'y a pas de configuration très forte, on peut penser qu'il n'y aura pas énormément d'effets. Si ça se produit au moment où des choses... C'est comme par exemple si j'allume une allumette. Bon, s'il n'y a pas de... S'il n'y a pas de gaz dans l'air, ça va être banal. C'est de l'eau, ça s'arrête. Bon, mais si jamais je le fais dans un endroit qui est dangereux, ça peut avoir des catastrophes. Donc là, par exemple, les configurations dont vous parlez auraient pu laisser entendre et s'attendre à ce que des choses graves, que ces mouvements d'indépendance, ces mouvements parce qu'il y a eu des précédents, comme vous le savez, il y a eu la Tchécoslovaquie, il y a eu la Hongrie. Bon, en 56, en 78, en 68. Bon, on aurait pu imaginer un scénario comparable. Mais je crois que là, il y avait justement l'effet Neptune. Ah d'accord. Neptune qui est une illusion et qui gouverne l'empire soviétique, je vous dis le monde slave. Oui. Et donc, dans un certain sens, ça s'est fait d'une manière sournoise. Oui. C'est quand même les États-Unis qui y ont participé par l'intermédiaire de la Pologne. D'ailleurs, à l'époque, et je ne l'avais pas dit en tant qu'astrologue, je l'avais dit en tant que voyance, puisque j'avais rêvé que le 13 décembre de telle année, le 13 décembre, je n'avais pas dit l'année, parce que je rêvais que je lisais un journal, et que le journal c'était écrit le 13 décembre, et il était plié, je n'ai pas vu l'année. Oui, mais c'est bien quand même, oui. Bon, que les Russes étaient à Varsovie, ce qui s'est produit exactement, le 13 décembre, mais je ne me souviens plus de quelle année, je pense 79. Mais Neptune fait qu'il y a eu un travail de sape. D'accord. Et ça s'est fait comme travail de sape d'ailleurs, parce que Neptune c'est l'illusion et les religions. Je crois que l'élection de Jean-Paul II était aussi liée à ça. Donc je dirais les États-Unis ont fait tout un travail. Et d'ailleurs Neptune gère les services secrets. Donc moi je crois qu'il y a eu une guerre, mais une guerre pas de violence, mais de destruction insidieuse, de sape. D'accord, oui. Oui, Et ça, peut-être que, à l'époque, les astrologues qui disaient qu'il y aurait une guerre ne l'ont pas pris sous cet angle-là. Oui, non, mais je crois qu'effectivement, bon, mais en effet, ce à quoi on arrive, c'est qu'en effet, on a là deux types d'événements complètement différents quand même, qui sont les Haïti et puis ces phénomènes en Europe centrale. Mais ils sont différents. Ils sont très différents et on peut... Bon, a priori, moi je pense que beaucoup d'astrologues aujourd'hui pensent que malgré tout... parce qu'en vous écoutant, on a l'impression que les astres agissent, même s'il n'y avait pas d'humanité sur cette planète, ils agiraient quand même. Ils agiraient sur, c'est-à-dire que les tremblements de terre existeraient quand même. Et ils ont existé avant qu'il y ait une humanité sur Terre, quand même. C'est ça. Donc, si on regarde la préhistoire, ils ont... Mais ça vous amène à penser que l'astrologie est indépendante des êtres humains. Oui, franchement, oui. Qu'elle n'existe pas par le biais des humains. Exactement.
Parce qu'il y a d'autres positions qui penseraient au contraire que ce sont les humains qui canalisent, qui sont le channel entre l'homme et le cosmos. Et donc, ils sont les récepteurs, oui. Ils sont les récepteurs pour agir sur Terre. Voilà, et donc par conséquent, sans le channel humain, les astres n'agiraient pas. Ils agiraient sur autre chose. Et d'autre part, concernant justement, vous disiez au début, les transsaturniennes, qui sont quand même très éloignées et très subtiles, on se demande si... on pourrait préférer que ce soit justement des planètes qui n'agiraient que s'ils sont captés par des gens, des êtres humains. Donc on ne peut pas les utiliser pour expliquer des phénomènes comme un tremblement de terre ou un tsunami. Parce que on est quand même très loin. Entre Neptune et le Soleil, c'est quand même pas la même chose. Hein. C'est pas le même genre de planète. Donc c'est des... Le Soleil, c'est l'énergie de la vie. Oui, donc dans le cas du Soleil, on sait très bien que ça ne dépend pas de l'homme. Bien sûr. En revanche, dans le cas de planètes comme au-delà de la Terre, comme Saturne, et encore plus comme Pluton, bien que Pluton, comme vous disiez vous-même, on a tendance à vouloir l'utiliser pour justement des tremblements de terre, mais malgré tout... On l'utilise aussi pour l'énergie. Oui. On l'utilise pour la vitalité. Je vous assure qu'un Pluton négatif, la vie sexuelle de certaines personnes est absolument nulle. Un Pluton positif, je peux vous assurer qu'une jeune femme qui cherche à tout prix à avoir un enfant réussit à l'avoir avec un Pluton positif. Oui. Mais là, on est justement en train de parler de Pluton avec les êtres humains. Mais est-ce que Pluton agit sur des phénomènes non extra-humains? C'est ça la question que je posais. Oui. Non, mais je veux dire, ça, vous l'avez observé. Mais sur le plan théorique, si vous voulez, sur le plan théorique, les planètes les plus subtiles auraient peut-être moins de chances d'agir sur la nature que les planètes les plus immédiates. Moi, je dirais les planètes les plus immédiates, c'est le chronomètre. C'est comme la Lune. Quand un événement doit se produire, les planètes les plus lentes le préparent. Pour revenir à Haïti, Saturne est entré le 30 octobre dans le signe de la Balance. Il est devenu appliquant à Pluton en Capricorne. Et à partir de là, la problématique commençait. Mais qu'est-ce qui l'a provoqué? C'est la Lune. Oui, ça c'est le fait. Oui, ça c'est une idée classique. Le jour même, la planète rapide donne l'élément pour savoir à quel moment un phénomène plus général va se produire. Voilà. Oui, ça c'est effectivement. Mais en même temps, on a aussi, et moi j'y crois beaucoup, l'inconscient collectif. C'est ce que j'appelle l'air du temps. Oui, l'air du temps, le zeitgeist. Vraiment, l'inconscient. Pour ça, nous sommes. L'humanité est un récepteur pour les afflux qui sont donnés par les planètes. Alors, donc, on l'utilise ou pas? On est récepteur à telle ou telle planète ou pas? Oui. Un voyant ou un cinéaste est plus réceptif à Neptune qu'un scientifique qui est plus réceptif à Saturne, quoique, vous allez me dire, des biologistes qui cherchent des virus, qui travaillent sur les virus, sont en Neptune très fort aussi. Comme pour ce qu'ont fait les Gauquelins, Saturne, Mars étant dominant chez les militaires ou chez les chirurgiens. Et c'est vrai. Oui. Effectivement. Alors, à propos de Gauquelin, vous citez Gauquelin, vous savez que Gauquelin, il s'est surtout intéressé au mouvement diurne, c'est-à-dire aux maisons. Aux maisons. Est-ce que vous savez qu'il avait une idée assez particulière concernant le rôle de l'enfant au moment de la naissance? Oui. Il pensait que l'enfant avait un rôle actif. Oui. C'est-à-dire que dans son esprit, le petit martien, par exemple, on était martien avant même de naître. De naître, tout à fait. On avait ça dans les gènes, en quelque sorte. Et donc on essayait de naître à un moment qui correspondait à cette nature. À cette nature. Alors, est-ce que vous êtes dans cette idée-là? Parce que vous savez que les astrologues se partagent entre plusieurs points de vue à ce sujet. Bien sûr. Il y a ceux qui veulent qu'on soit de toute façon marqué par les configurations qui sont au moment de la naissance. De la naissance. Et pour certains, au moment de la conception.
important soit Oui, peu qu'on ça connaisse aussi, le moment de la oui, c'est conception, vrai. Mais cette idée-là du moment de la naissance... Bon, alors, eux, ils ne se préoccupent pas de savoir si l'enfant est déjà... parce que si vous voulez, Gauquelin, à la limite, il nous dit qu'on perçoit les planètes pour lesquelles on est programmé, à percevoir. Voilà, j'allais vous dire, C'est-à-dire, je crois qu'il y a la problématique si- karmique. Oui. Moi, je reviens à Ah, ça. d'accord, oui. C'est-à-dire que si on est un jupitérien, Oui. dans le sens, on peut dire, on va surtout réagir à Jupiter. À Jupiter. Donc il y a un phénomène de... si on n'est Parce pas... que ça fait partie de notre programme Voilà. spirituel ou karmique de notre existence, Voilà. de la naissance à notre mort. Je dirais même après notre mort. Parce que c'est le constat que je fais, par exemple, pour certains écrivains. Oui. Et vraiment, je l'ai fait pour Victor Hugo, Lassé, on parle beaucoup de Chopin. Au moment où ils reviennent à la mode, où on les fait, leur thème astral devient actif. Donc là, c'est pour le 200e anniversaire de sa naissance. Sa naissance, exact, le 200e anniversaire de sa naissance. C'est automatique. Voilà. Mais, à certains moments, par exemple, on porte un livre d'un écrivain au cinéma, je vous assure que le milieu du ciel de l'écrivain est très actif. Oui, oui. Mais là, c'est plus complexe. C'est plus complexe. Plus complexe que l'anniversaire. Parce que l'anniversaire, Voilà. c'est automatique. Pour certains. Pas pour tout le monde. Non, enfin, on pouvait savoir déjà, il y a 100 ans, que dans 100 ans, il y aurait l'anniversaire de Chopin. Donc, et d'ailleurs, cette période-là, c'était l'époque où Neptune était très très fort, à l'époque de la naissance de Chopin, où Neptune était très important dans le signe des poissons. C'était l'époque romantique, c'était l'époque où il y a eu énormément de naissances de musiciens et d'écrivains romantiques. Là, vous touchez à un sujet qui m'intéresse. C'est pour ça, 2012, pour moi, ça m'angoisse pas. C'est sûr qu'avec le réchauffement planétaire de Pluton en Capricorne, il y aura une remontée des eaux, mais je pense quand même que nous allons avoir une création, une créativité, une recherche scientifique extrêmement active et positive. Alors là, on est en train de toucher à un sujet qui est qu'effectivement, il existe des tas de cycles qui sont inventés par les hommes. Bien sûr. Hein, par exemple, les élections. Oui. Les élections. Alors, les élections, bon, par exemple, on sait qu'aux États-Unis, voilà, tous les 4 ans, il y a une élection. Il y a une élection. Et ça fait des siècles que ça dure. Donc, c'est un système qui a été mis en place, je crois, en 1789 d'ailleurs. Oui. Premières élections aux États-Unis. Tout de suite après 89, oui. Bon. Oui. Alors, et depuis, comme même quand le président meurt, le vice-président surgit, donc c'est tous les 4 ans. Est-ce qu'un tel système a un rapport avec l'astrologie? Moi, je dirais pourquoi pas. Il peut avoir un rapport avec l'astrologie du fait du thème astral de celui qui sera élu président. Oui. Vous voyez, les dernières élections américaines, le perdant était vierge. Et il est sous le signe de la Vierge. Il a, au moment des élections, je crois que Saturne est passé sur son soleil. Ah oui. Donc, symboliquement, il était un peu assombri. On ne le comprenait pas. Et en même temps, je dirais, on le trouvait trop vieux. Alors que le petit lion, qui était Obama, avait exactement ce jour-là le nœud sud qui passait sur son soleil. Donc on peut effectivement... donc on peut dire que l'élection elle-même n'a pas été déclenchée par les astres, puisque c'est quelque chose qui a été déclenché ça a été programmé par les institutions, mais en revanche, comment les gens vont vivre l'événement fait que c'est telle ou telle personne qui sera porteuse de l'événement. Oui. Ben, on pourrait dire la même chose. On l'a fait pour Sarkozy, pour Ségolène Royal. Hein. Ils avaient tous les deux un uralisme très très fort dans l'axe Vierge-Poisson. L'une est Vierge, l'autre est Verseau. Mais le plus amusant, je dirais, ils ont divorcé tous les deux en même temps. Enfin, divorcé, ils se sont séparés. Ils ont cassé leur couple tous les deux pratiquement dans le même laps de temps. Oui, mais alors moi, ce que je trouve étrange, si vous voulez, c'est que... Alors, donc on est d'accord que parfois il y a des événements qui... Parfois l'astrologie n'est pas là pour étudier l'événement, mais comment il va être vécu. Vécu. Donc dans le cas, par exemple, d'Haïti,
est-ce que c'est l'astrologie qui détermine l'événement ou est-ce que l'astrologie détermine comment il est vécu? Ça détermine comment il est vécu. Ça Donc on peut pas dire... l'existence de l'événement quand même. On se dit, il y aura quelque part un événement comme ça. Et puis après, vous voyez par exemple la position de Pluton. Moi je dis, c'est peut-être c'est terrible de dire les choses comme ça. Oui. J'ai vraiment beaucoup de compassion pour toutes Bien les sûr. personnes disparues, bien sûr. Mais je dis, avec la position de Pluton, sans doute, ça a attiré l'attention du monde et surtout de l'argent mondial sur eux. Sans doute, Pluton étant lié à la mort et aux transformations et symboliquement à la résurrection, quelque part, peut-être le fait qu'il y ait cette destruction, il y aura une renaissance avec tous ces matériaux qui sont liés à Pluton, l'argent en l'occurrence, la plutocratie, qu'on va mettre à leur disposition. Donc d'un mal pourrait sortir quand même un bien pour le pays. Mais imaginons, Madame Kierlan, que ce tremblement de terre n'ait pas eu lieu. Oui. Le configuration aurait quand même... ça serait manifesté sur autre chose. Sur autre chose. N'est-ce pas? Tout à fait. Ça aurait pu très bien être, je ne sais pas moi, comment on appelle ça, une raffinerie de pétrole qui prend feu en Irak. Oui. Ou en Iran ou en Arabie Saoudite. Oui, il y a toujours un prétexte. Voilà, oui. Il y a toujours le facteur déclenchant de la chose. Il faut que ça soit vécu et à plus ou moins grande intensité. Par exemple, les planètes qui sont... Les conjonctions ou les oppositions qui se sont faites depuis 2007, 2008, ça a provoqué la récession, alors qu'au cycle précédent, en 17, c'était la Première Guerre mondiale. Oui. Alors justement, à ce sujet... L'aspect Uranus-Saturne. Oui. À ce sujet, voyez-vous, là on est en train de montrer qu'il pourrait y avoir des interférences entre... On va dire que l'astrologie dépend d'autres facteurs éventuellement. Je dirais, oui, bien sûr ça dépend d'autres facteurs, mais je crois qu'il y a des planètes mineures que nous ne savons pas interpréter. C'est pour ça qu'on interprète toujours après coup. Oui, ça c'est vrai. C'est pour cerner l'événement. Nous ne savons pas encore, ou quelques-uns d'entre nous le font dans leur coin, mais on n'en parle pas, cerner avec une grande précision l'événement. C'est pour ça qu'on ne dit l'astrologie n'est pas une science exacte. Parce que ça dépend de celui qui l'étudie, de celui qui regarde, et je dirais de sa culture et de sa sensibilité aussi. Oui. Mais effectivement, peut-être qu'il n'est pas indispensable. Par exemple, moi je sais qu'il y a par exemple des astrologues de certaines écoles qui carrément vont vous dire par exemple que la configuration ne nous dit pas ce qu'est l'événement, mais comment on va le percevoir. Mais l'événement existe quand même. Oui, mais on pourrait l'interpréter totalement autrement. Bien sûr, c'est pour ça que je dis le regard qu'on porte dessus. Oui, c'est ça. Donc voilà. En fin de compte, l'événement existe, mais c'est relativisé par le regard. Exactement. Hein? Donc l'astrologie nous donne... Alors la question, Madame Kierlan, c'est de savoir si l'astrologie nous dit d'abord ce qu'est l'événement ou d'abord comment il va être vécu. Qu'est-ce qui est le plus astrologique? Voilà. Comment il est vécu. Voilà, parce que c'est une épreuve karmique. Voilà, c'est ça. Donc pour, on va dire, la société qui le vit. Oui. Par exemple, la conjonction Pluton-Lilith qui s'est faite en décembre 2008, qui était le bombardement de Gaza. Oui, le plomb durci, oui. Vous voyez? Mais vraiment, et là, avec certitude, je savais que ça se passerait à Gaza, que ça se passerait en tout cas en Palestine. Oui. Probablement à Gaza, oui. Voilà. Oui. Et que Lilith étant liée aux transgressions et à la... Quand même, c'est la déesse Kamodi, les enfants des heures, et je savais qu'il y aurait beaucoup de morts, d'enfants qui vont mourir. Oui. Et c'est vraiment, j'en avais la certitude que ça se passerait à Gaza. Oui. Parce que j'ai une espèce d'empathie pour les peuples qui souffrent, comme la Palestine, comme le Tibet, comme jadis aux années 80, l'Afrique du Sud, etc. Oui. Mais donc ça relevait de ma sensibilité pour le percevoir.
alors qu'un autre astrologue qui n'a pas d'empathie, entre guillemets, avec la Palestine, ça pouvait lui passer tout à fait à côté. Oui. Ah, ça, effectivement, oui, bien sûr. Mais prenons le cas, par exemple, des deux guerres mondiales. Oui. Bon. Sous moi, ce qui me préoccupe, c'est les facteurs qui peuvent fausser le travail de l'astrologue. Bien sûr. Bon, par exemple, bon, on va revenir sur la question des élections. Par exemple, imaginons, par exemple, que à un moment où il y a quelque chose de très fort au niveau astrologique, il n'y ait pas d'élection. Ça arrive. Bon. Ça fait un problème, parce que la société ne peut pas réagir de la même façon que s'il y avait une élection. Mais, on va dire, élection pour quel pays aussi? Par exemple, voilà. si par exemple une élection américaine avait eu lieu un an plus tôt, un an plus tard, etc. Bon, par exemple, si Bush avait été encore au pouvoir, je veux dire, le système des institutions, il est assez rigide. Bien sûr. Il est rigide et il ne permet pas toujours de correspondre à la situation qui se présente. Moi, je crois que si, quand même. On ne peut pas changer de président si le président a encore 2 ans à tenir. À tenir. Mais il peut passer un très très mauvais moment à cette période-là. Oui. S'il a 2 ans à tenir, il peut passer un très très mauvais vrai, moment. Bien sûr. Bush, c'est quand même beaucoup discrédité. Je ne connais pas le thème, je me souviens plus du thème de Bush, Oui. parce que je n'ai aucune sympathie. Voilà, s'il a vécu une très très fort, lui aussi. Ça, c'était le souvenir que j'avais retenu en me disant, bon, il s'est quand même drogué, il boit quand même beaucoup, et il a des jumelles. Ça fait partie aussi de son thème astral, vous voyez. Et de l'autre côté, il n'a pas fait la guerre vraiment pour la guerre en Irak, c'est pour le pétrole, donc Neptune, là aussi. Ouais. Bon. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'appelle les problèmes de mythologie populaire. C'est-à-dire, par exemple, par exemple, dans le cas de Bush, par exemple, il a fait la guerre comme avait fait son père. Au même endroit. Oui. Donc, quelque part, il voulait imiter son répétait. père. Il répétait le côté neptunien. Voilà, il répétait. Le clonage, le duplicata. Voilà. C'est son côté neptunien. Même si donc, je crois pas qu'il soit il a été conditionné par ça. Mais même si on prend, par exemple, le cas de la Seconde Guerre mondiale, d'une certaine manière, c'était une duplication de la première. Mais bien sûr. Je te disais que la guerre de 70. Oui. Oui, aussi. C'était la 3e édition. La France voulait sa revanche sur les Allemands en 70. Oui, bien sûr. Elle a, en 18, humilié, avec le traité de Versailles, l'Allemagne qui voulait prendre sa revanche. Oui, donc elle l'a pris en 40. Elle l'a prise en 40. Voilà. Donc c'est des phénomènes qui sont pas... Alors, est-ce que c'est des phénomènes astrologiques? C'est des phénomènes astrologiques. Ou est-ce que ce sont des phénomènes qui relèvent d'un autre niveau d'autres enjeux, qui sont des enjeux, effectivement, de prendre sa revanche, d'une mythologie quelconque? Je pense que la chronicité des planètes fait que les pays, les États fonctionnent de telle ou telle manière. Nous, la France est quand même conditionnée, malgré tout, par la Révolution française. On n'a qu'à regarder le thème de la Première République, avec les aspects de Pluton et d'Uranus, justement. Il y a quand même ce côté imprévu, imprévisible, et en même temps le côté sanguinaire. On n'a qu'à écouter la Marseillaise. Entre le sang impur. Voilà, le sang impur et qui abreuve les sillons, ça, on a un petit peu du mal à l'avaler. Moi, je préfère le chant des partisans. Donc, ça conditionne quand même les États. C'est comme si l'être humain a un karma et que les États ont un karma aussi. C'est pour ça que la République française est balance quand même avec cette logique lion Verseau, puisque Uranus était en Verseau au moment c'est le siècle des Lumières quand même de la Révolution française, alors que la France étant la fille aînée de l'Église, elle était lion. Donc il faut tenir compte aussi de ces deux structures. Oui, c'est vrai, ça va être un filtre. Voilà. Oui, c'est le thème. Donc chaque État a son karma, et ça c'est d'une manière plus spirituelle. Bien sûr, je ne parle pas techniquement en tant qu'astrologue, mais ce n'est pas par hasard que nous vivons, que nous nous incarnons dans tel ou tel pays, parce qu'on a aussi ce mimétisme d'énergie par rapport à ce que vit le pays où nous vivons. Un exemple à l'échelle des individus. Oui.
vous avez probablement remarqué que parfois les gens revivent certaines choses dans leur vie. Oui. Hein. Ils rencontrent les mêmes reproduire. Ils reproduisent parfois de façon littérale, Absolument. avec les mêmes personnes parfois, ou dans les mêmes On endroits. retourne la même personne. Ils reviennent, voilà, il y a des retours vers la même personne. Alors là aussi, est-ce que ça dépend de est-ce que ça dépend de l'astrologie? Est-ce que ces retours dépendent de l'astrologie? Ou est-ce que c'est dans le subconscient de la personne essaie de revivre des choses et elle va inventer... Non, ce que je veux dire par là, c'est ce que j'appelle la notion d'interférence. Il peut y avoir moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui viennent interférer avec l'astrologie. Hein. Des mécanismes. Tout à l'heure, on parlait du bicentenaire. Un bicentenaire, c'est pas... ça dépend. C'est pas anodin, oui. Non, je veux dire, c'est comme ça, c'est automatique. C'est automatique, ça ne dépend pas forcément des configurations astrales, un bicentenaire. Mais c'est 2010 parce que c'est 2010, parce qu'il est né en 1810. Donc, une élection américaine, on sait très bien que la prochaine aura lieu, quoi qu'il arrive, à ce moment-là, quoi qu'il arrive. D'accord. Que éventuellement... Mais cette chronicité va nous amener le changement. Oui, prévu s'il y a changement, aux continuités. Oui, alors elle peut être en porte-à-faux aussi, elle peut se produire à un moment donné qui n'est pas le bon moment. Le bon moment, absolument. Qui pose d'ailleurs la question. Oui. Est-ce qu'il ne faudrait pas que ça s'ajuste? À un moment donné, ça s'ajuste toujours. Par rapport à l'individu, par exemple, qui retrouve des gens de leur passé, ou des gens avec qui ils ont vécu, et il y a eu rupture, ils se remarient ou ils se retrouvent. Si on regarde ça au niveau spirituel et karmique, je dis, ils ont quelque chose encore à vivre ensemble, ils ont encore quelque chose à apprendre ensemble. En revanche, au niveau astrologique, vous savez fort bien, et vraiment encore hier j'avais un exemple, c'est notre ami Joël de Gravelin avait dit le retour de Lilith, moi je dis c'est le retour de Saturne. Et je vous assure, quand Saturne donne une chronicité, on retrouve des gens qu'on a connus il y a 7 ans, 14 ans, 21 ans ou 28 ans. Mais vraiment, c'est au top chrono. Même si on doit vivre la chose très rapidement. Oui. Ce n'est pas dans la durée. Ça peut durer, je sais pas moi, 15 jours, 3 mois, mais quelquefois, pratiquement que quelques heures, ou quelques minutes. J'ai un exemple très frappant d'une personne qui a connu quelqu'un 28 ans avant. Ils avaient une passion commune. Leur affaire sentimentale a été terrifiante pour des choses liées à... on va dire, à la culture de l'un et de l'autre. Et ils se sont retrouvés dans une rue devant en l'occurrence, une voiture de sport. Oui. Mais ça n'a pas duré, c'est ça. Ils sont retrouvés. Elle lui a dit, bah, tu vois, je n'en ai pas qu'une, j'en ai 30. Mais dans ce cas précis... Et ça, c'était Saturne-Mars. Dans ce cas précis, Mars et les voitures. Là, cet exemple montre bien que on ne va pas forcément y accorder énormément d'importance. En tout cas, ça n'a pas énormément d'impact. Sans d'autres, ça aurait pu. Il y a un impact. Récemment, j'avais une de mes clientes qui me téléphone en me disant, au secours, je reproduis toujours la même chose. Avec un tel, j'ai vécu ça, avec un tel, j'ai vécu ça, avec un tel, j'ai vécu ça. Et maintenant, je suis encore en train de revivre ça. Je n'ai rien compris à la leçon. Voyez. Mais malgré tout, oui, par exemple, imaginons par exemple qu'on ait un programme de recherche en astrologie et qu'on dise, écoutez, voilà, puisque l'astrologie est cyclique, on va étudier des choses qui sont cycliques dans l'histoire des gens ou dans l'histoire des peuples. On va comparer les cycles astrologiques avec d'autres cycles qui sont connus historiquement. Ce serait oui, super. Mais en même temps, à mon avis, ce serait peut-être une erreur. Parce que, justement, tout ce qui est cyclique, il y a des cycles... vous savez, il y a ce qu'on appelle des phénomènes... Tout à l'heure, on parlait d'imitation. Une imitation, il faut s'en méfier. Bien sûr. Ça ressemble, c'est dérivé, mais c'est pas ça. Non. Donc, effectivement, il est possible que les êtres humains aient un peu cette idée de cyclicité dans le sang, et qu'ils inventent des cyclicités. Comme on l'a dit tout à l'heure, par exemple, les élections qui ont lieu tous les 4 ans, c'est une cyclicité qui n'est pas astrologique au départ. Oui, bien sûr. Mais qui
réfère peut-être à quelque chose d'astrologique de manière, de manière confuse. C'est-à-dire que voilà, bon, on sent qu'ils veulent trouver quelque chose qui ressemble à un cycle et ils inventent quelque chose de cet ordre-là, mais qui n'est pas de l'astrologie, qui ressemble, qui est de la pseudo-astrologie ou de la proto-astrologie. Oui. Ouais. Mais moi je dirais, il y a le premier cycle. Oui, il y a un certain alignement planétaire. Oui. Mais on ne retrouve jamais le même alignement planétaire. Oui, ça c'est vrai. Oui. C'est ce qui fait symboliquement la différence. C'est-à-dire, le cycle de Jupiter qui est de 12 ans, 11 ans et 6 mois, au cycle précédent, il pouvait y avoir des choses avec Saturne, avec Neptune, avec Pluton. Au cycle suivant, 12 ans après, ce n'est plus la même chose. Si on regarde ça d'une manière tout à fait physique, on va dire, on a appris des choses, on a découvert des choses, mais on ne reproduit pas exactement de la même manière. Alors là, vous touchez à un autre sujet qui est la combinatoire des cycles. Voilà. Parce que c'est une bonne chose, mais ce ne serait peut-être pas une si mauvaise chose que nous ayons des cycles qui soient isolés les uns par rapport aux autres et qu'on puisse étudier en tant que tels. Parce qu'on est constamment en train de combiner les cycles. C'est bien dans un deuxième temps, mais il faudrait quand même pouvoir dire, voilà, il y a un certain cycle qui revient. Donc, et alors, quand un cycle qui revient ne se produit pas de la même façon, ça peut être lié aussi à des interférences qui ne sont pas forcément astrologiques. C'est possible, moi je dirais de l'apprentissage spirituel de notre existence sur Terre aussi. Hein. Pourquoi jadis on mangeait vraiment, il n'y a pas si longtemps que ça, on mangeait beaucoup de cheval. Moi quand j'étais petite, de chevaux pardon. Quand j'étais petite fille, je voyais beaucoup de boucheries chevalines, ça me rendait malade. Oui, c'est vrai. Voilà. Et puis maintenant, vous parlez à une majorité de gens de viande chevaline et vous disent Berk, quelle horreur. Quoi. Vrai, oui. Voilà, ça veut dire nous avons regardé le cheval avec un œil beaucoup plus proche de nous, beaucoup plus humain et beaucoup plus compatissant. Oui. Moi, je pense que les cycles astrologiques se passent un petit peu en spirale. Oui. C'est comme un immeuble. Nous avons le premier étage, il y a des habitants. Au cycle suivant, nous passons au deuxième étage, il y a des habitants. Et ainsi de suite, on peut faire ça jusqu'au 360e étage. Si on regarde les tours de Dubaï actuellement, Burj Dubaï ou la Tour Khalifa. Donc, ça, c'est l'évolution spirituelle. Oui. Aujourd'hui, nous sommes là, tous les deux. C'est un cycle dans le temps bien précis. Tout à l'heure, je serai avec une autre personne. Ça se trouve, la Lune aura changé de signe ou elle sera sur un point focal différent. Et donc, je parlerai d'autre chose. Je parlerai de sa vie à elle et non pas des événements du monde. Je vais changer la cassette. Hein. Oui. Vous avez rendez-vous à quelle heure? À midi. À midi pile, il y a quelqu'un qui vient. À midi, il y a quelqu'un qui vient. Voilà, Sciences Oui, justement, sur tout ce que la science doit aux philosophes, aux alchimistes, aux astrologues, l'astronomie est née de l'astrologie, etc. Vous-même, est-ce que je vous pose cette question un peu hors micro? Oui. Vous avez quelles origines, enfin, je ne sais pas, je veux dire, c'est peut-être indiscret de vous le demander. Non, c'est pas du tout indiscret, je peux pas dire que je suis 100% berbère, personne n'est 100% de quoi que ce soit. Je suis née en petite Kabylie pendant la guerre d'Algérie. Voilà. Et les horreurs que je racontais, justement, c'était les horreurs de la guerre d'Algérie. Alors, je voudrais brancher la... Vous avez une prise de courant
Alors, en revanche, Non, mais j'ai une rallonge. vous avez une rallonge. Alors, c'est bon. C'est que vous avez une rallonge.